Nous avons vu des causes dont l'hypersensible n'est pas responsable, mais par rapport auxquelles il peut agir. Aujourd'hui, nous allons voir les causes dans lesquelles l'hypersensible joue un rôle actif et qui se surajoutent aux autres dont on parlait la dernière fois. Un hypersensible peut prendre en charge sa particularité, à laquelle il ne s'est pas toujours donné de nom d'ailleurs. Il peut le faire par la recherche dans des domaines touchant à ce qui sera invisible d'une manière générale, en utilisant alors une forme d'intelligence intuitive. Et il peut aussi explorer par l'exercice coutumier de l'intuition. Et dans les deux cas, l'intuition est le centre de gravité, la faculté la plus utilisée. Et il est possible, mais ce n'est pas toujours le cas, du moins au début, que l'intuition devienne, avec le temps, encombrante et participe à un mal-être général de l'hypersensible. Donc on va plutôt s'intéresser à ça aujourd'hui, à l'intuition. Mais l'intuition, en fait, est une faculté assez peu connue. Et très souvent, elle est valorisée. On reproche à personne d'avoir trop d'intuition. On peut même faire sentir à quelqu'un qu'il n'en a pas assez. Donc, de nombreuses personnes vont plutôt chercher à activer ou à développer leur intuition, et avec de très bonnes intentions. Et quand ils souhaitent développer leur intuition, qu'est-ce qu'on leur propose pour la développer ? Eh bien, on leur propose de pratiquer la relaxation, faire du yoga, pratiquer la méditation, mais dans sa forme genre pleine conscience, c'est-à-dire des approches purement techniques, censées être déconnectées de dimensions spirituelles ou autres, comme si en fait c'était un exercice, la méditation, quasi mécanique. Or, ces propositions, qui sont faites aux gens qui veulent développer leur intuition, sont exactement les pratiques qui sont suggérées pour les hypersensibles. Autrement dit, on leur propose quelque chose qui va faire augmenter leur intuition. Peut-être dans l'esprit de la faire maîtriser, mais on les met en fait sur un chemin que j'ai décrit qui conduit de l'intuition à possiblement la voyance, voire la médiumnité. On propose en fait aux hypersensibles de devenir de plus en plus intuitifs. Et il est également suggéré aux hypersensibles un travail sur soi, et ça je le préconise aussi, mais pour le reste, là je pose des doutes, et je vais y revenir dans un instant. Mais que pouvons-nous remarquer comme point commun entre la relaxation, la méditation, le yoga ? Eh bien, le point commun, c'est notamment ce qu'on peut appeler l'état alpha. C'est une phase de conscience que nous traversons tous, au moment de l'endormissement et au moment du réveil. Donc au moins 2 fois par jour, et puis chacun de nous passe par cette phase-là. Et en effet, que ce soit la relaxation, la méditation, donc dans sa forme pleine conscience et compagnie, ou le yoga, on se réfère toujours à cet état-là, un état de conscience assez particulier. Alors si on l'appelle l'état alpha, parce que c'est dans ces moments-là, notre cerveau dégage des ondes différentes que pendant l'état de veille ordinaire, et lorsque nous dormons, on émet des ondes encore différentes, qui ont été nommées θ ou delta, selon que nous soyons dans un état de sommeil léger ou profond. Alors ces ondes qui ont été observées sont des manifestations, elles viennent du cerveau, mais ne décrivent pas exactement ce qui se passe au niveau de la conscience. Et ce qui se passe en fait au niveau de la conscience, on ne mesure pas, on ne sait pas faire. Nous savons que nous ne sommes pas conscients, de la même façon qu'à l'état ordinaire, lorsque nous dormons, nous rêvons, et il peut même arriver qu'on se souvienne de nos rêves. Ce que la science a observé sont des conséquences et non des causes, ou des réalités en tant que telles, et bien que la science soit très avancée au fond, on ne sait pas pourquoi on dort au fond. On sait que le sommeil est un espace de régulation entre différentes instances, sur lesquelles nous n'avons pas de prise réelle, et si on prive quelqu'un de sommeil, cette personne devient folle avant de mourir. Oui, la science a aussi observé et était jusque-là dans ses recherches, c'est comme ça. Pour ce qui est de ce moment très précis qui se passe juste avant de dormir ou juste après le réveil, nous savons qu'il s'agit d'un espace, d'un moment de régulation particulier avec la conscience objective. Pour ce qui est des autres instances sur lesquelles nous n'avons pas de prise, on pourra les appeler inconscient, subconscient, corps astral, corps causal ou que sais-je, je ne conteste rien, mais remarquons que nous touchons déjà à des questions anthropologiques. On cherche à théoriser pour décrire d'un point de vue rationnel des phases de notre vie qui manifestement ne fonctionnent pas du tout de la même façon que notre conscience objective ou que notre raison par exemple. Donc l'état alpha est très important pour tout ce qui va être en lien avec l'hypersensibilité et l'intuition, parce qu'on va renvoyer les personnes vers ces pratiques-là qui vont activer, du moins utiliser l'état alpha, et qu'on vient de décrire comme un espace de régulation. Mais c'est quoi un espace de régulation ? Ça veut dire quoi en fait ? Ça pourrait se comparer à un des carrefours.
un carrefour qui existe dans nos agglomérations, vous savez. Alors bon, ce sera un carrefour qui serait desservi par une rue, qui va représenter notre conscience objective, hein, c'est symbolique, hein, tout ça c'est une allégorie simplement. Et également, ce carrefour va desservir d'autres rues, mais en fait, ce qui mène on ne sait pas où. Donc ça pourrait très bien non pas être des quartiers, mais ça pourrait être un océan, ça pourrait être pour une autre rue un espace galactique, ou un monde souterrain, un désert, ou une place piétonne, on ne sait pas en fait. Donc c'est pour ça que je parlais de questions anthropologiques, c'est qu'au-delà de notre conscience objective, très vite, on est à court et on est obligé de se créer une grille de lecture pour essayer de comprendre ce qui se passe simplement chaque nuit pour chacun. Ou au-delà de notre conscience objective en tout cas. Vous comprenez l'analogie du rond-point ? Bon, c'est qu'une représentation, hein. Ça me sert pour ce que je souhaite mettre en évidence. Habituellement, en fait, on traverse ce rond-point et nous allons donc vers le sommeil. Et nous nous retrouvons à ce rond-point lors de notre réveil pour reprendre notre rue habituelle, celle qui représente notre état de conscience ordinaire et dans laquelle on vit notre vie ordinaire quotidienne. Vous comprenez ? Lorsque nous sommes dans cet état alpha, donc lié à la méditation, à la visualisation, dans le yoga, à la relaxation et toutes ces choses, et que nous mettons à visualiser ou à tenter de percevoir des choses, ou même lorsque nous sommes comme des témoins de cet état, témoins ou acteurs en fait, peu importe, il se passe plusieurs choses qu'on va essayer de comprendre. Je prenais l'exemple du rond-point parce que sur le plan analogique, c'est là où je veux en venir. C'est un peu comme si nous venions à une dizaine de voitures pour imposer, avec nos visualisations par exemple, nos représentations. C'est-à-dire qu'on va se garer en plein milieu du carrefour et puis on va dire voilà, maintenant c'est par là qu'on va passer. Souvent on veut, avec nos visualisations, apporter du positif, des images sympas. On va visualiser l'océan, on va visualiser des trucs, des prés d'herbes fraîches et compagnie. Bon, si on se pose comme témoin, c'est un peu comme si, alors dans le cas de la méditation par exemple, on se pose comme témoin, je regarde de manière assez neutre ce qui se passe en moi, c'est un peu comme si on plantait sa bagnole en plein milieu du rond-point pour compter les autres voitures, voir les couleurs, alors qu'en fait notre voiture est simplement censée faire partie de la circulation. Eh ben non, on espère que la circulation, après qu'on soit intervenu un certain nombre de fois, sera plus fluide. Exactement comme avec la méditation, on espère qu'au fur et à mesure, notre conscience va se calmer et s'apaiser. C'est ce que je cherche à dire, hein. C'est qu'en fait, lorsque l'on touche volontairement et à répétition à cet espace de régulation, nous amenons en fait nos certitudes, nos attentes, nos desiderata, nos représentations, qui sont déguisées en images, qui sont aussi porteuses de nos intentions. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à faire la circulation dans le rond-point en estimant qu'on sait mieux faire ou qu'on va orienter les choses d'une autre façon. On pense influer sur finalement toutes les instances qu'on ne connaît pas. Alors que des images que l'on apporte quand on visualise sont autant de manifestations, tout comme des ondes du cerveau ne sont que le résultat d'activités de conscience. Quand on visualise quelque chose, ce n'est qu'une représentation qu'on essaye de mettre en image. Et ce n'est pas une vérité, c'est une sorte de symbole que l'on impose. Un petit peu comme si on estimait qu'un symbole a une signification unique, ou quand on perçoit un symbole dans un état de méditation, on lui accordait un sens parce que son sens il est censé être comme ça et pas autrement. Bon, en faisant ça, encore une fois, à répétition, on perturbe en réalité les échanges et nous perturbons la fonction de ces moments de régulation par nos volontés personnelles, et l'état alpha ne devient plus un espace de régulation naturel, normal, standard. Il est truqué, il est infesté d'autres choses que juste sa fonction. Mais en fait, changeons un petit peu de point de vue, encore une fois. Si nous cherchons un sens à travers ce que l'on fait, c'est que nous supposons qu'il existe un sens et que, a priori, nous n'y avons pas accès, nous avons besoin de passer par ce rond-point pour avoir accès à un sens dans qu'on traduirait dans notre rue. Quel est en réalité le retentissement à l'intérieur de nous, de ces incursions qui vont tenter de contrôler ou d'observer en vue d'influer tous les processus intérieurs? Quels sont les messages? Ce que nous faisons porte en soi une série d'informations. Même si nous sommes encore dans une périphérie, dans l'état alpha, nous sommes déjà dans des profondeurs de l'être qui disposent, du moins beaucoup d'anthropologies le disent, d'une perception du sens des choses qui dépasse notre capacité à raisonner, mais aussi à ressentir, et qui fonctionne selon des modalités différentes. Je cherche à partager avec vous que nos choix concernant notre comportement avec ces instances non visibles sont perçus, quasi simultanément, par d'autres instances que notre conscience immédiate, et ils sont compris, ces choix, pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils valent, et non pas pour ce qu'on croit qu'ils valent. Vous
comprenez la nuance? Lorsque nous accédons à cet espace de régulation tout simple, qu'on traverse 2 fois par jour, pour y faire autre chose que s'endormir ou se réveiller, nous faisons parvenir des informations dont nous portons le sens sans même que l'on s'en rende compte, et ce sens résonne dans les instances qui en permanence participent à cette régulation et participent à notre vie. Alors quels pourraient être les retentissements de notre action à ce carrefour, pour reprendre l'image du carrefour? Eh bien, ça dépend en partie de ce que nous faisons ou de l'esprit dans lequel nous le faisons. Et la plupart du temps, en fait, on ne veut rien de spécial. On suit des conseils parce qu'on le fait naïvement, avec insouciance. Hein. On nous dit que c'est bien, alors on le fait et puis c'est tout, quoi. On ne va pas chercher plus loin. Et lorsqu'on persiste, là on se met à avoir un peu plus d'intention, à y mettre des raisons, à y mettre des buts, des recherches. Et c'est alors que l'on porte, on porte quelque chose qui provoque des retentissements. C'est avec les attentes que l'on peut avoir et le plaquage de représentation qu'il y a un sens particulier. Les bonnes intentions et les idées positives n'ont pas en fait la fonction que nous pensons. Elles sont elles-mêmes des véhicules. Et au-delà de ce qu'elles véhiculent, il y a un sens que nous portons. Et ce sens, on pourrait dire, par exemple, c'est quoi? Ça pourrait dire, je sais faire, je suis porteur d'une technique et j'applique dans tel but, je suis en terrain conquis, je sais faire. Voilà. Et au-delà de cette confiance dans la capacité du moi à occuper le rond-point, un peu comme la bagnole donc, qui va empêcher tout le reste de passer, le message pourrait aussi contenir derrière, c'est moi qui décide. Je veux fonctionner ainsi, je veux que ça fonctionne comme ça, je veux que ça tourne comme ça, et je veux que ça se passe comme ça, point barre. Quoi. J'ai le pouvoir sur tout mon être, je m'autodétermine, et lorsque je dis ça, en fait, c'est exactement ce qui est soutenu, ce discours-là, dans un nombre considérable d'écoles New Age. Donc ce n'est pas une extrapolation que je dis ou l'expression d'une expérience personnelle. Ce sont effectivement des choses qui se disent, qui se pensent et dans lesquelles on croit. Dans les niveaux plus profonds de notre être, nous pouvons aussi porter un message comme je refuse ma condition parce que je veux la changer, donc c'est que je la refuse. Je dois être différent de ce que je suis ou au contraire, je ne veux pas changer ni être affecté, je veux rester intact à partir d'aujourd'hui et pour tout le temps. Et le sens en fait des deux, c'est-à-dire je veux être différent de ce que je suis ou je veux pas changer, c'est le même sens en réalité. Et c'est que l'on affirme avoir un pouvoir pouvant affecter ce que nous sommes. Ça crie haut et fort, je m'appartiens, comme ce qui était dit tout précédemment, et que de nombreuses écoles New Age véhiculent. En fait, c'est une démarche qui est très différente de ce qui s'appelle l'intégration en psychologie ou en pédagogie, par exemple. Là, on n'intègre pas du tout. On fiche les choses, on veut les faire bouger par la force. Vous comprenez? Donc toujours dans le même élan, ce qui peut être porté par notre incursion dans cet état alpha pour y faire de multiples choses, c'est la nature est mauvaise. C'est-à-dire que la façon dont je suis, ça va pas. Ça n'allait pas et je vais bricoler tout ça. Ça peut être la nature humaine, ça peut être ma nature humaine ou la nature humaine en général. C'est pas bien et tel que c'est, moi je vais le changer et je sais faire. Voilà. Donc en fait on arrive avec nos petits bras musclés ou nos véhicules au milieu du rond-point et puis on impose sa loi, on fait sa loi parce qu'on estime que c'est normal que ça se passe comme ça. Or nous sommes dans des espaces qui sont très délicats et aussi tout à fait mystérieux et qui nous sont très quotidiens, on les côtoie et ces espaces rejoignent, alors ou pas, les profondeurs de l'être, qui elles-mêmes reçoivent d'une certaine façon ce que l'on envoie comme message. On peut utiliser tout notre imaginaire pour y coller tel ou tel symbole arbitraire, le sens que l'on véhicule, de toute façon, il sera vu tel qu'il est, hein, et pour ce qu'il est, il n'y a pas de problème. En fait, l'enjeu de ce rapport à cet état de conscience touche notre rapport aussi au mystère que nous sommes. Et non seulement au mystère que nous sommes, mais aussi au mystère que nous acceptons d'assumer, que nous assumons de vivre dans le quotidien. Donc, accueillir le sommeil en lâchant prise ou accepter de se réveiller sont des actes que nous faisons chaque jour, hein. Tout un chacun, vous, moi, tout le monde. Hein. Et pourtant, ces actes très simples et quotidiens portent déjà un sens profond que nous donnons à notre vie, parlent aussi d'une certaine façon de notre rapport au sacré, à la vie, etc. À travers tous ces échanges qui ont lieu sur ce rond-point et notre exploration dans l'état alpha auquel les hypersensibles sont invités, nous voyons aussi des mécanismes qui sont en lien avec l'intuition et ce qu'elle peut porter. En fait, elle va chercher dans des interstices de ce rond-point qui peuvent avoir échappé à notre conscience objective et dont nous ne connaissons pas l'origine en fait. On ne peut que spéculer à son propos et on fait circuler des véhicules un peu plus vite et un peu plus nombreux qu'habituellement lorsque l'on fait appel à notre intuition très souvent.
Alors je rentrerai une autre fois dans les détails de ce qui se passe. Je vous donne rendez-vous pour parler de manière plus technique, si vous voulez, de ce qui se passe d'un point de vue occulte, caché mais réel, ou du moins plausible, hein, lors de nos incursions dans certains domaines invisibles. Comme il concerne enfin tout un chacun et pas seulement les hypersensibles, je traiterai de ceci de manière à part. Ces entretiens porteront sur l'initiation occulte. Prenez note dès maintenant de ça et du coup pensez à vous abonner pendant que j'y pense. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains rendez-vous et également likez ces vidéos, ça fait plaisir certes, mais surtout ça aidera au référencement pour que des personnes concernées trouvent plus facilement ces entretiens, etc. Enfin, vous connaissez le principe. Bon, revenons à notre sujet. Fréquenter assidûment l'état de conscience intermédiaire entre la veille et le sommeil n'est pas un acte neutre ou uniquement positif, contrairement aux idées maintenant bien implantées. Je parlerai spécifiquement aussi de la méditation, qui est actuellement réduite et concentrée à l'accès à cet état, alors qu'elle embrasse des approches beaucoup plus larges, comme nous le verrons. Pour le moment, je me permets de désigner, notamment à l'attention des hypersensibles, qu'un ensemble de pratiques repose sur cet état et flèche vers cet état de conscience intermédiaire. Tout ce qui va être appelé relaxation, centré sur la détente musculaire, nerveuse, volontaire, se poursuivant par un relâchement mental, émotionnel, etc. Mais aussi du yoga, sur lequel éventuellement je reviendrai si vous le souhaitez, ou dans le prolongement, tout le travail qui peut se faire autour des chakras, mais aussi des pratiques qui font appel directement à l'intuition, comme par exemple la radiesthésie. Bien entendu, les états modifiés de conscience, j'oubliais. Je pense notamment au chamanisme, par exemple. Mais aussi à des techniques beaucoup plus immédiates, comme tout ce qui va être mis en branle autour d'exercices de respiration dirigés. Alors je pourrais prolonger en ajoutant toutes les interventions de type thérapeutique qui font appel à ce qui est souvent appelé les énergies subtiles, et qui utilisent en réalité souvent l'intuition de l'intervenant, mais c'est plus délicat parce que parmi un même milieu professionnel, si vous voulez, il va y avoir tel intervenant qui va utiliser devant son intuition des énergies subtiles et des machins, alors que d'autres ne vont pas du tout s'y référer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'utilisation de ces forces ou de ces énergies, mais compte tenu de la pollution générale, ce serait se montrer un peu trop intransigeant pour poser des warnings sur telle ou telle profession. Ce serait dommage pour disqualifier des professionnels, en fait, qui font vraiment de leur mieux et qui font du bon boulot par ailleurs. Donc, de votre côté, faites de votre mieux déjà de votre côté, par rapport à l'intuition et l'état alpha, et ça devrait vous aider déjà très concrètement. Alors bien sûr, il y a d'autres pratiques sur lesquelles je reviendrai avec des entretiens spécifiques plus tard, mais elles ne concernent que rarement les hypersensibles, ou du moins pas que, donc il n'y a pas d'urgence. Voilà ce que je voulais surtout vous signaler, c'était le rapport à l'intuition qui me semblait vraiment crucial. Et ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que l'hypersensibilité aide au développement de qualités humaines réelles, qui peuvent réellement apporter beaucoup dans le monde dans lequel nous sommes, mais qu'en fait, ce qui peut poser problème, c'est l'intuition. Lorsqu'elle est devenue une sorte d'habitude, elle empoisonne la vie de la personne. Elle fait en fait comme un poison lent, apportant trop d'amertume ou trop de sucré. Elle perturbe la personne, ça la fatigue, ça l'handicape dans sa vie quotidienne, un peu comme un morceau de scotch du capitaine Haddock, si vous voulez. On ne sait pas quoi en faire, mais ça reste toujours collé à soi. L'idée de ce que je vais vous proposer la prochaine fois, lors du dernier entretien, c'est plutôt que de se laisser porter par l'intuition et qu'elle guide notre personne, c'est de la mettre à sa juste place. Et cela se passera donc en 2 temps. Premièrement, c'est apprendre à identifier les moments où il est temps d'intervenir pour prendre en charge autrement son hypersensibilité. Et dans un second temps, donc qui sera le dernier entretien, on va envisager que faire pour reprendre en main et goûter à une vie standard, comme on dit, tout en conservant ses particularités, son intégrité et son hypersensibilité, mais encore une fois à sa juste place. On se dit à bientôt. Allez, salut.